Bonjour à tous et bienvenue donc une nouvelle fois pour cette deuxième session avec Pierre de Décoder l'écho. Dans la première session, il nous a parlé de manière exceptionnelle de la méthodologie qu'il avait utilisée dans les 18 derniers mois pour prendre un nouveau départ, refaire toutes les analyses. Et là, on va faire deux vidéos. La première, c'est sur la compréhension des pics épidémiques et des liens qu'il y a entre les pics épidémiques et la mortalité dans les périodes hivernales. Pierre, bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de préparer toutes ces diapos. On va dire, c'est à vous. Écoutez, bonjour, merci beaucoup Xavier de me recevoir une nouvelle fois. Dans la vidéo précédente, je vous avais parlé de l'ensemble de ma démarche et la nécessité de prendre un nouveau départ pour essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis 2 ans. Parce que je pense on est parti d'à peu près du même niveau tout le monde. On a expliqué que la mortalité, notamment hivernale, qu'on voyait avec les hausses de mortalité liées à la grippe, c'était lié à des épidémies. Et que donc on comprenait très bien les hausses de mortalité et que c'était lié aux épidémies. Et c'est comme ça que j'avais fait toute mon analyse pendant plus d'1 an, jusqu'à ce que je fasse une rencontre qui me dise non, la mortalité hivernale n'a absolument rien à voir avec la propagation épidémique. Et donc j'ai vérifié, et pour vérifier, j'ai téléchargé un certain nombre de données et j'ai fait un certain nombre d'analyses que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous partager mon écran. Juste pour, on va dire, pour les auditeurs, le téléchargement des données et ces analyses, ça prend combien de temps? Depuis 2 ans, des centaines d'heures. Pour tous ceux qui souhaiteraient s'y mettre, j'ai un GitHub, donc je partage en ligne l'ensemble de mes codes, de mes programmes sur lesquels on peut tout faire tourner pour trouver tous mes résultats. Donc, il y a un GitHub Décoder l'écho qui s'appelle DC Europe. Et donc, tout est disponible là-bas. C'est un programme informatique écrit en R qui se branche à tous les organismes officiels dont j'ai besoin, Eurostat, le CDC, l'INSEE, DataGouv, World in Data pour certaines données aussi qu'ils ont. Enfin, je me branche, ça télécharge tout et ça fait tous les calculs. Je ne sais pas combien il y a dizaines de milliers de lignes de code que j'ai écrites depuis 2 ans. Donc, il y a beaucoup de temps pour faire cet ensemble de travail, mais maintenant, il est disponible à tous. Je commence à avoir quelques utilisateurs qui vont les chercher. Bah, il faut se mettre à R. Moi, je m'y suis mis pour faire ce programme, où il faut le connaître. Voilà. Donc, si Donc, vous... ces analyses que vous faites, elles sont transparentes. Vous n'avez pas de lien d'intérêt. Vous le faites dire sur vos temps de libre. Oui, c'est donc le week-end, les vacances, le soir. Je n'ai pas de lien d'intérêt du tout, hein. Mon travail n'a absolument rien à voir avec ces analyses-là. Je l'ai fait démarrer uniquement en tant que citoyen qui essayait de comprendre ce qui arrivait, et puis juste parce que j'ai quelques formations qui me permettent de le faire. Donc, je mets, on va dire, ce savoir-faire que la nation m'a donné par l'école, les écoles d'ingénieurs, je le mets à disposition de tous. Donc, c'est bien le but, hein, il n'y a pas de copyright sur mes programmes. Servez-vous, allez les chercher, faites tourner, utilisez les graphiques, et puis voilà, saisissez-vous du sujet, il n'y a pas de problème. Donc, le citoyen au service de tous, quoi, voilà. Qui essaye. Donc, ce dont on va parler maintenant, on va remettre en question, on va se poser la question, est-ce que la mortalité hivernale est vraiment un problème de propagation virale, qui était moi, on va dire, ce que je pensais au début de la Covid et qui, pendant 1 an, on va dire, a structuré un peu ma pensée. C'est quelque chose que je n'ai jamais remis en question jusqu'à ce qu'une personne, Denis Rancourt, qui est un chercheur canadien, me dise mais non, c'est pas vrai, on peut vraiment le remettre en question. Donc, je vous présente mes travaux, de là où j'en suis, de la compréhension de ce phénomène. La première chose qu'il faut faire quand on étudie les décès, parce qu'on vient bien parler des décès, hein, l'idée c'est de savoir si l'augmentation des décès observés est due à des phénomènes épidémiques l'hiver ou pas. Et donc, la première chose qu'il faut faire, j'en reparle souvent, mais il faut prendre en compte l'augmentation et le vieillissement de la population quand on parle des décès. Je vais essayer d'être assez rapide. Ça, ce sont le nombre de décès qu'on observe en France depuis les années 2000. Donc, il y en a eu 650 000 en 2020 et il y en avait un petit peu plus de 600 000 en 2019. Et globalement, ça augmente depuis le début des années 2000. Donc là, il y a eu la canicule de 2003 qui a fait un bond de mortalité ici qui fait qu'il y a moins de décès après.
puisque c'était une canicule assez violente qui a tué beaucoup de personnes qui étaient en fin de vie. Mais voilà, depuis 2004, il y a une vraie augmentation du nombre de décès en France. Ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de malades ou que les gens sont mal en point en France de plus en plus. Ça veut juste dire qu'on est de plus en plus nombreux et qu'il y a de plus en plus de personnes âgées. Pour l'illustrer, voici la pyramide des âges en 2000 de la France. La pyramide des âges, c'est le nombre de personnes de chaque génération, ici tranche de 5 ans en France. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Et on la compare à 2020. Donc, il s'est passé après la guerre un phénomène qui est bien connu, qu'on apprend en démographie, qui s'appelle les baby boomers, qui est toute une génération née à partir de 1946, qui a été extrêmement nombreuse, et bien plus nombreuse que les générations du dessous, qui pour beaucoup sont décédées pendant la guerre, ou sont pas nées. Donc, il y a un énorme saut générationnel ici que l'on voit. Donc, en 2000, ils avaient entre 50 et 54 ans, et beaucoup plus nombreux que les 55-59. Et donc, ces baby boomers, ils vieillissent, et 20 ans plus tard, les survivants en tout cas, ils ont 20 ans de plus. Et ils ont 20 ans de plus, ils ont plus de 70 ans, et ils arrivent dans les âges où on décède, et notamment les âges où on décède l'hiver. Donc, il est tout à fait normal que à partir des années 2000, il y ait plus de décès et de plus en plus, et même que ce ne soit pas régulier, qu'il y ait des vraies augmentations qui sont dues au fait, non pas d'une croissance régulière du nombre de personnes âgées, mais bien des sauts. Il y a vraiment des sauts chaque année, de plus en plus avec ces générations-là qui vieillit et qui va décéder. Et donc, il va y avoir de plus en plus de décès dans les années à venir. Alors, il pourra peut-être y avoir des baisses exceptionnelles de temps en temps, mais globalement, ça va augmenter pendant 20 ans. Donc, il y aura plus de décès juste parce que cette génération-là est nombreuse et arrive aux âges actuellement où on décède. Donc, il faut absolument standardiser la population. C'est ce que je fais depuis le début. Standardiser la population, ce n'est pas moi qui l'ai inventé ou que je suis en train d'essayer de vous embrouiller. C'est la façon officielle et reconnue par Eurostat ou par l'OMS de faire des comparaisons. On ne compare pas des données brutes entre les pays comme ça pour savoir ce qui se passe d'un point de vue des maladies ou de la mortalité. On standardise puisque les pays n'ont pas le même nombre d'habitants et ni les mêmes âges à l'intérieur chez les habitants. Il y a des pays jeunes, des pays moins jeunes. Donc, on standardise, c'est bien comme ça qu'on est censé faire. Donc, comment on fait pour standardiser? Donc, pour ceux qui apprécient les formules mathématiques, très simplement, les décès standardisés, ici que j'ai à gauche, ça se calcule en prenant mes décès de mon âge pour telle année et je divise par cette population de ce même âge et cette même année. Donc, ça, c'est un taux de mortalité. Taux de mortalité, décès divisé par population. Et je remultiplie par la population de l'année de standardisation. Et donc, ce qui fait qu'on avait des décès divisés par une population multipliés par une population, on réobtient des décès qui sont des décès standardisés. Donc, c'est vous ramenez les décès à 100 000 personnes, des bases comparables. Voilà, après, une fois qu'on a fait ça, alors il faut bien comprendre que quand on vous dit décès par 100 000, on est en train de vous arnaquer. C'est décès standardisés par 100 000 qu'il faut regarder. Quand quelqu'un s'amuse juste à gérer la population, il n'a pas géré l'âge. Donc, les décès par 100 000, c'est un peu plus propre que les décès tout court parce qu'au moins, on a géré les variations de population, mais on n'a pas géré du tout les variations d'âge. Ce calcul-là, il permet de gérer les variations d'âge de façon à avoir la même pyramide des âges de façon artificielle quand on fait des comparaisons. C'est à ça que ça sert. Et donc, les décès standardisés de tous les âges, c'est la somme des décès standardisés par âge, tout simplement. Et donc, si je fais mes calculs de décès standardisés en France depuis les années 2000, on voit bien que l'année 2020, en standardisé, c'est une des années avec les mortalités les plus faibles de toute notre histoire et pas une année les plus fortes. C'est même la sixième année la moins mortelle de toute l'histoire. Et ça, c'est donc si on a plus de décès en 2020 que toutes les autres années d'avant, c'est uniquement parce qu'on est plus nombreux et que les personnes sont plus âgées. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec des taux de mortalité exceptionnels. Globalement, on a beaucoup plus vécu et plus vieux en 2020 que quasiment toutes les années du passé. Bon, il y a quand même un petit saut, quand même. On voit qu'il y a un petit saut par rapport à 2019. Il y a en effet un petit saut par rapport à 2019. Des petits sauts, il y en a régulièrement. Normalement, il y en a tous les 2-3 ans. On appelle ça des effets moissons, si vous voulez. La canicule de 2003, ici, elle a fait son saut. Puis après, il y a eu un vrai creux. D'ailleurs, le fait qu'il y ait eu un saut se remarque plutôt au creux suivant parce qu'il n'y a plus personne pour décéder qu'autre chose. Et donc, ces années moissons-là, elles arrivent tous les 2-3 ans normalement, avec des hausses et des baisses. Et là, on remarque, d'ailleurs, depuis 2015, où on avait dit que c'est une grippe A qui avait emporté plein de monde, en fait, il n'y a plus de saut du tout. Ce qui veut dire qu'on a eu des mortalités extrêmement faibles depuis 4 ans. Et donc, si vous voulez, le principe des moissons, c'est de dire que quand il y a des mortalités faibles, le stock de personnes très âgées et fragiles augmente. Et donc, on va dire, au moindre hiver un peu rude, on risque d'avoir des forts taux de mortalité.
Donc là, ça pourrait être un rattrapage depuis 2015. Oui, j'ai fait d'autres calculs aussi dans d'autres vidéos. Les 3 dernières années prises ensemble sont les moins mortelles de notre histoire. 2020 a même pas réussi à rattraper, on va dire, le creux vécu en 2019-2018. Donc, il y a ces phénomènes-là, et globalement, quand on étudie la mortalité sur long terme, on est obligé de tout prendre en compte pour arrêter de dire des âneries. On ne compare pas juste 2020 à 2019. Ça c'est clairement orienté, c'est pas donner une visibilité aux gens sur l'histoire qui s'est passée. Ça, c'est pas vrai. Donc, une fois qu'on sait qu'on a standardisé, je vous ai proposé sur toute l'Europe, j'ai tout standardisé pour voir ce qui s'était passé dans tous les pays européens. Et là, je me suis rendu compte que pour certains pays, ceux en couleur les plus pâles, ce sont les pays d'Europe pour lesquels la mortalité 2020 standardisée, c'est la plus faible de toute leur histoire. Donc, on est loin quand même de l'hécatombe mondiale, hein. Il y a quand même le Danemark, l'Islande, ici, c'est la Norvège, qui ont eu en 2020 les années les moins mortelles de toute leur histoire. Il y a ensuite l'Allemagne, il y a aussi les autres pays nordiques ici avec la Finlande, la Suède, alors ici ça doit être l'Estonie et alors je vais peut-être dire une bêtise entre Lettonie et Lituanie, mais ce sont des pays pour lesquels 2020 c'est la deuxième année la moins mortelle de toute leur histoire. Nous, on est au milieu, donc c'est une année normale pour la décennie. On est en plein milieu de la décennie en termes de mortalité, comme beaucoup de pays. On a des pays en orange plus foncé, comme ici les Pays-Bas, où on est plutôt en mortalité un petit peu au-dessus de la normale, de la médiane pour la décennie. Et puis les pires pays, ceux qui ont vraiment connu les plus fortes hausses de mortalité, eh bien, c'est juste une mortalité haute pour la décennie. Donc ça reste quand même, de toute leur histoire, la 10e année la moins mortelle. Donc hécatombe mondiale, alors en tout cas en Europe, on a un petit peu de mal à montrer d'hécatombe sur ces pays-là. En termes de mortalité, on n'est quand même pas dans des choses qui sont extravagantes. Donc ça, c'était juste pour dire, il faut arrêter de comparer des décès bruts, il faut les remettre dans leur contexte. C'est quoi la population qui est en face? Si on est en train de parler de décès dans un EHPAD de 200 personnes, eh ben, il y en aura plus que des décès dans une crèche de 200 gamins. C'est normal. C'est pas parce que l'EHPAD est dangereux, c'est parce que dans un EHPAD, il y a des personnes âgées qui sont en fin de vie, et heureusement pas dans une crèche. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Pierre, ce qui veut dire que quand on avait, pendant la première vague, tous les soirs, les statistiques de mortalité qui étaient amenées, ces statistiques, elles étaient brutes et donc elles amenaient une information qui n'était pas standardisée et qui donc ne permettait pas vraiment de comparer aux années précédentes et donc il n'y avait pas de mise en perspective. Oui, absolument. C'était des chiffres qui faisaient peur, mais qui ne pouvaient absolument pas faire peur à quelqu'un qui fait de la démographie. En France, il décède tous les jours entre 1500 et 2500 personnes selon les périodes, avec certains pics au-dessus. Mais donc, quand vous avez quelqu'un qui vous annonce qu'il y a eu 300 décès dans la journée, il a beau dire du coronavirus, bah, on est à l'intérieur des 1500, 2500, quoi. Que s'est-il passé? Est-ce qu'on est plus que d'habitude? Est-ce qu'on n'est pas plus? Globalement, tous les jours, il y a 2500 personnes qui meurent qui ont bu de l'eau la veille, hein. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en conclure qu'il faut arrêter de boire de l'eau. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communication qui est de l'instantanéité, où on fait peur avec du chiffre, qui est complètement différent d'une analyse a posteriori quand on fait de la démographie. N'ayez pas peur si quelqu'un vous dit qu'il y a eu 300 décès en France sur une journée. Si en revanche, il y a eu 10 000 décès en France dans la journée, là en revanche, oui, il faut vraiment se poser des questions parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. 300, c'est normal. On est vraiment dans quelque chose d'habituel. Donc, en fait, cette analyse de décès, si jamais on l'appliquait à d'autres analyses, comme par exemple le taux de chômage, si jamais on n'a pas un taux de chômage standardisé ou qu'on n'applique pas ces méthodes, on peut engendrer des conclusions qui sont erronées et qui influencent les gens de la mauvaise manière. Oui, j'ai une vidéo dédiée sur le chômage d'ailleurs, puisqu'il y a quasiment personne qui connaît la définition du chômage, alors que tout est dedans. Une fois qu'on a compris la définition du chômage, hein, on ne peut plus se faire avoir par un journaliste ou un politique qui essaye de vous vendre des choses pour faire baisser le chômage. C'est évidemment cette histoire de la baisse du chômage, c'est un vrai classique de manipulation de l'opinion où on a réussi à faire croire qu'une baisse du chômage c'était bien et qu'une augmentation c'était mal, sans vous montrer ce qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est pour ça que je posais la question, c'est parce qu'en fait, ça permet de mettre les choses en perspective. On est capable, avec vos compétences, de faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Oui, la plupart du temps, il suffit de pas donner la définition. Donc là, on en est au point, on s'est dit, on parle de taux de mortalité ou de décès standardisés la plupart du temps et on arrête de parler des décès bruts
Donc, c'est pour ça que je voulais vous l'introduire, pour vous dire de quoi il fallait parler. Donc, maintenant, on va regarder les cycles pour savoir si nos hivers sont liés à des phénomènes de propagation d'épidémies, notamment de grippe, qui tueraient les personnes âgées. Donc, on a des vrais cycles annuels de hausse et de baisse de mortalité. Donc, ici, je suis en décès standardisé. Il y a pas mal de choses sur ce graphique, il est assez riche. Ici, donc ce sont les décès standardisés depuis 2013, donc ce sont des décès hebdomadaires, hein, le nombre de décès par semaine. Donc c'est pour ça, il y a jusqu'à, on va dire, 15-20 000 décès toutes les semaines en France et à peu près 10 000 dans les périodes basses. Donc la courbe du haut, ce sont tous les âges, la somme de tous les âges. Et les courbes en dessous, ce sont, en fait, à chaque fois, c'est sommé, mais c'est par tranche d'âge. Donc tout en bas, ici, ce sont les 15-24 ans, où il y en décède très peu, heureusement. Additionner au-dessus les 25-49, 50-59, 60-69, 70-79 et les 80 ans et plus. Donc, comme tout est additionné, là, on a le total. Et on peut voir que les cycles de mortalité, globalement, ils ne concernent les Français qu'à partir de 60 ans. À partir de 60 ans, il y a un tout petit peu de hausse de mortalité cyclique, notamment hivernale, que l'on peut apercevoir. En dessous, les Français ne sont pas concernés, tout simplement. On peut deviner à peine des toutes petites choses chez les 50-59 ans, mais non, c'est vraiment à partir de 60 ans que ça commence à arriver. Et plus on avance en âge, et plus les phénomènes de cycle, c'est-à-dire de hausse ou de baisse de mortalité, sont visibles. Et donc, on a des hausses de mortalité surtout l'hiver, et avec quelques pics l'été, et notamment en période caniculaire, qui sont bien connus. Donc, c'est comme ça que ça se passe. On a vraiment un phénomène cyclique. Donc là, dans notre propagation épidémique, on serait sur des épidémies qui arriveraient uniquement l'hiver. La propagation épidémique, il y a plein de manières d'en parler, de la modéliser. Il y a eu plein de travaux, mais alors depuis 2 ans, il n'y a qu'une seule manière qui est proposée médiatiquement à l'Assemblée, au Sénat. Il y a des documents qui ont circulé pour dire que ça se passait comme ça. Il y a plein d'articles scientifiques dessus, des gens qui s'expriment à la télé. On parle uniquement des modèles compartimentaux. Et donc, modèles compartimentaux, il y a quelques années, c'était has-been, hein. C'est-à-dire, on s'était rendu compte que globalement, ça ne représentait pas très bien les choses. Et donc, on avait laissé tomber. Il y a d'autres travaux qui sont arrivés pour essayer de mieux modéliser les choses. Mais voilà, depuis la Covid, on est revenu, clac, modèles compartimentaux. Et c'est comme ça que c'est censé se passer. Les modèles compartimentaux, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a donc on pense qu'on a une population ici qui est infectée, qui est infectieux, qui va en infecter d'autres, qui va infecter des personnes qui sont susceptibles d'être infectées. Ces personnes susceptibles d'être infectées, là, il y en a un ratio qui s'appelle alpha, qui va devenir infectieux elle-même et qui va grossir le rang des infectieux. Ces infectieux, il peut leur arriver plusieurs choses. On peut les mettre en quarantaine, hein, avec une part bêta qui est mise en quarantaine, une part gamma qui décède, et une part rho qui est immunisée contre l'infection. Donc, c'est-à-dire voilà, qui ne sera plus infectée et qui n'infectera plus personne. Et il y a aussi, parmi celles qui étaient en quarantaine, au bout d'un moment, avec un coefficient lambda, des personnes qui deviennent immunisées. Donc, c'est ça, ce modèle compartimental. Donc, il divise la population en catégories et il impose le fait que ce sont les infectieux qui contaminent les susceptibles, notamment, avec un ratio alpha. Est-ce que je l'ai mis après? Oui. Alors, je ne sais pas dans quel sens je le dis, peut-être en revenant dessus. C'est juste pour vous dire qu'une fois que vous avez posé ça, de toute façon, le modèle est figé. C'est-à-dire que ça, c'est votre réflexion. C'est un peu ce genre de modélisation, on peut appeler ça une chaîne de Markov. Une fois que vous avez modélisé ça, tout le reste, tous les calculs mathématiques que vous allez faire, vous n'allez rien inventer. C'est fixé par cette hypothèse, le fait que les choses marchent comme ça. Juste pour les auditeurs, une chaîne de Markov, c'est une chaîne où on ne peut être que dans un état à un instant T, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, on le représente graphiquement avec ce genre de graphique. Et voilà, une fois que vous avez posé ça, les mathématiques, après, n'inventent rien et vous faites que dérouler la logique et vous êtes forcé par ça. Et ça, en fait, sans le savoir, en faisant ça, vous faites énormément de suppositions qui ne sont absolument pas vérifiées. C'est un modèle qui a été pensé au début du XXe siècle. On a dit ça se passe comme ça. Mais c'est un problème
par exemple, le fait qu'il y ait des constantes et de se dire que les infectieux vont infecter alpha susceptible et que cet alpha, en fait, il a une certaine constance, il est calculable dans une population, il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça dans la réalité. Il n'y a aucune raison que ce soit une part fixe de susceptibles qui soit infectée par les infectieux. Il faudra déjà prouver que les infectieux infectent bien les susceptibles. Et donc, ça, rien que cette supposition-là, elle est extrêmement forte parce qu'elle vous dit que le nombre d'infectieux de demain, c'est une proportion du nombre d'infectieux d'aujourd'hui. Le nombre d'infectieux de demain, c'est le nombre d'infectieux d'aujourd'hui plus alpha fois les susceptibles. Et donc, enfin, plus alpha fois les infectieux, pardon, pris dans les susceptibles. Et donc, ce modèle-là de dire que l'augmentation est proportionnelle au stock initial, ça vous fait une exponentielle. Vous n'avez pas le choix. Vous calculez, vous posez votre équation mathématique qui correspond à ce schéma et vous êtes dans un modèle de propagation exponentielle. Donc, c'est ce schéma, cette manière de penser qui n'est pas vérifiée, donc, qui est une image de la réalité qu'on se fait, qui impose le fait que vous disiez, en fait, il y a une propagation exponentielle. Mais par exemple, un des liens qui manquerait, c'est que dans le lien des immunisés contre la réinfection, il pourrait y en a qui soient réinfectés malgré le fait qu'ils aient été immunisés et qui redeviennent susceptibles, quoi. Il pourrait y avoir des transferts. Il peut y avoir des transferts, alors ça se modélise, mais surtout, ce qu'on peut critiquer, c'est qu'est-ce qui vous dit qu'il existe une constante là qui fasse que les gens aient une chance, donc une probabilité fixe de devenir infectieux en fonction du stock d'infectieux. Ça n'a rien qui vous le dit. Peut-être que ce n'est pas un alpha, mais que ça décroît, que ça change dans le temps en fonction des conditions. Enfin, il peut se passer énormément de choses. Le fait ici d'avoir des choses qui sont relativement fixées, ça n'a pas le moindre rapport avec la réalité. Ici, on est dans un modèle qui est au début du XXe siècle, où on commence à montrer que les statistiques, on arrive à leur faire des applications en physique et en chimie, et on arrive au moment où on se dit que ces statistiques-là, avec ce genre de modèle, on va pouvoir les appliquer à la médecine et à l'économie. Bon, je pense que tout le monde a compris qu'en économie, ça ne marche pas du tout, mais en médecine, c'est pas mieux. Enfin, très clairement, ce modèle-là n'a aucune raison d'avoir un quelconque rapport avec la réalité. C'est une image de la réalité qu'on se fait pour réfléchir, mais il impose des choses en termes mathématiques. Et ça, c'est un des éléments dont il a fallu que vous réappropriez, que vous questionnez, que vous Oui, tout retravaillez. à fait. C'est arrivé bien plus tard, j'ai envie de dire. C'est le moment où j'ai questionné est-ce qu'il se passe vraiment, on va en parler après, mais est-ce qu'il se passe vraiment une exponentielle. Mais donc ici, vous faites ce choix. Il y a un autre choix que vous faites, c'est-à-dire que les susceptibles sont, on va dire, très grands, au moins au début, dans le monde des infectieux. Donc, et pour que ce modèle s'applique, il faut imaginer que tous les jours, vous prenez vos infectieux et vous les balancez en hélicoptère au milieu des susceptibles. Sinon le modèle ne marche pas. Parce qu'il faut quand même que ça se diffuse. C'est-à-dire que si les vrais gens se comportent en réseau fermé, il n'y a pas de propagation. Ça s'arrête au niveau du réseau. Je sais pas si Et vous ça avez... pourrait être la théorie du confinement, on va dire. Ça pourrait être la base de la théorie du confinement. Bien sûr, mais rien ne prouve que le confinement a rajouté quelque chose à un comportement humain normal qui fait que les humains ne se brassent pas en fait avec tout le monde quotidiennement et que en fait il y a des phénomènes de réseau fermé qui existent déjà. Et le confinement n'a pas concerné tout le monde puisque le confinement a laissé travailler les gens dans le métro entassés comme des sardines à 6 heures du matin. Donc globalement, en termes de réseau, il ne s'est pas dû se passer grand-chose de modification. Donc voilà, donc c'est juste pour vous dire que cette modélisation qui, à mon sens, est vraiment une image de la réalité qu'on se fait et qu'on n'a pas prouvée, impose tout le reste. Et donc tous ces modèles-là, avec les susceptibles d'être infectés en bleu, qui diminuent dans le temps, avec les infections qui augmentent et les immunisés qui augmentent aussi au fur et à mesure, avec cette belle courbe-là, qui est la courbe baissière, qui vient de ce modèle compartimental-là, juste en posant les équations, on obtient ça. Et donc, c'est le fait d'avoir imaginé notre problème comme ça qui nous impose toutes ces courbes. Et il se trouve qu'évidemment, on a quelque chose qui augmente et qui diminue, donc on a une courbe en cloche. Et donc, on dit, regardez, la courbe en cloche, c'est ce qu'on voit l'hiver, donc c'est ça qui marche. À ce moment-là, on n'a rien prouvé. Hein. On a juste dit, j'imagine que ça se passe comme ça. Les maths me disent que ça se fait une courbe en cloche. Et après, dire, si j'ai une courbe en cloche, en réalité, c'est que c'est ça, c'est faux. Enfin, c'est pas parce qu'on a une courbe en cloche quelque part que ça vient forcément de ça. Les deux sont des courbes en cloche, mais on n'a pas prouvé que l'un était l'autre.
Donc, il faut faire un peu d'autres travaux de vérification pour savoir si ça a du sens. Et c'est là que j'ai envie de vous emmener, c'est de savoir est-ce que cette courbe en cloche-là correspond bien à la courbe en cloche de l'hiver ou est-ce que la courbe en cloche de l'hiver vient d'autre chose que de cette propagation épidémique. Et le fait de dire j'ai une courbe en cloche là ne prouve pas la validité de cette hypothèse-là. Donc, c'est cela qu'il faut reprendre les choses. Il ne faut pas se dire, bah voilà, puisque ça ressemble à la courbe que j'ai l'hiver, c'est donc que j'ai résolu mon équation et que c'est bien ça qui se passe. Ce n'est pas vrai. Il y a un lien visuel, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce lien n'est pas causé. Vous n'êtes pas capable d'établir le lien causal entre les deux. Oui, et puis ici, il y a déjà pas mal de paramètres. Donc, n'importe quelle courbe en cloche, vous allez pouvoir la modéliser en faisant coller ça dessus. Il suffit de bouger les paramètres. Et donc, quand on vous parle du R0, du R effectif ou du RT, qui se calculent grâce à ces paramètres-là, c'est parce qu'on est en train de faire coller à ce qu'on est en train d'observer ce modèle-là. Et donc, en le faisant coller, on déduit de ce qu'on colle les alpha, rho, bêta et lambda, et en disant, voilà, et après on en déduit le R0, on dit, voilà, donc le R0, c'est ça, puisqu'on a fait coller la courbe en cloche à ça. Mais on réfléchit encore une fois à l'envers. Un modèle théorique. Voilà, on est en train de faire coller un modèle théorique à l'observer sans avoir prouvé ni du début à la fin que les suppositions initiales qu'on a faites étaient les bonnes. Et donc, ce que je vous propose là, c'est on va comparer ce que j'ai appelé l'hypothèse A à l'hypothèse B. L'hypothèse A, c'est de dire que les hausses de mortalité, notamment hivernales, sont bien dues à la propagation exponentielle de maladies, notamment des maladies virales, des épidémies au sein de la population. Ça, c'est l'hypothèse A qu'on fait, c'est l'hypothèse gouvernementale qu'on fait pour la grippe ou pour la Covid. Et donc, pour eux, ça implique que les humains sont tenus responsables de l'état de santé de leurs voisins, puisque ce sont les humains qui sont les contaminants. Il n'y a pas d'autres contaminants dans le modèle. Et donc, ça légitime des pratiques de quarantaine, d'isolement, de port du masque, puisqu'il s'agit d'empêcher ce lien-là de faire, c'est-à-dire ce alpha-là de se passer, qui part de ce modèle théorique. Et évidemment, ça légitime aussi la stratégie de lutte préventive contre les pathogènes circulants, comme notamment la vaccination antigrippale, mais d'autres aussi. Puisque, encore une fois, ce sont les humains qui sont responsables, donc dans le modèle, c'est bien ça. Je vous propose de la confronter à l'hypothèse B. On va prendre l'hypothèse complètement inverse, de dire que les hausses de mortalité, notamment hivernales, sont dues uniquement aux conditions extérieures et à la dégradation de l'état de santé en général pendant ce moment-là. Et ça implique que les humains ne sont pas du tout tenus responsables de l'état de santé de leurs voisins, et donc il n'y a aucune raison objective de mettre en place des politiques restrictives. Et deux, la stratégie préventive, ça devient une stratégie de santé générale, avec le sport, l'alimentation, les sorties, des apports de vitamines, la qualité de l'air, pourquoi pas de la vaccination, mais on n'est pas dans un mode de coercition générale où on veut faire quelque chose à l'ensemble d'une population, mais on peut répondre au mieux à des besoins particuliers de personnes. Et c'est complètement différent dans la manière d'appréhender le sujet. Et alors, je ne dis pas que la vérité, c'est soit l'un, soit l'autre, mais actuellement, il y a peut-être une vérité entre les deux, mais on va confronter les deux hypothèses extrêmes. Ce que je pense qu'il faut faire quand on est là dans une telle contradiction, c'est-à-dire qu'on a vraiment un point de vue médiatique et gouvernemental qui est que sur l'hypothèse A. On imagine que c'est un point dans l'espace et on place notre hypothèse B le plus loin possible de ce qu'on peut imaginer. Et avec les indices qu'on trouve en termes de chiffres, on regarde si on est en train de s'approcher de l'hypothèse B ou de l'hypothèse A. Donc, c'est juste la démarche que je vous propose aujourd'hui, c'est de savoir de quoi ça vient, ces hausses de mortalité, vraiment. Et donc, voici les indices à notre disposition pour juger de la pertinence du modèle de propagation. Donc, déjà, avec ce modèle de propagation, on a quand même un gros problème de dire que les épidémies se déplacent et que la mortalité est due à des modèles de propagation épidémique, c'est que la mortalité, elle est synchrone partout, dans l'hémisphère nord. Donc moi, j'ai les données européennes ici que je vous ai présentées, avec notamment Suède, France, Portugal. Alors Portugal, Suède, je pense que c'est les deux pays que j'ai trouvés qui étaient les plus loin dans l'Union européenne parce que c'est les données disponibles sur Eurostat. Et donc, on a des hausses et des baisses de mortalité absolument en même temps.
ça pose quand même un problème en termes de propagation épidémique de proche en proche, de savoir que la hausse de mortalité démarre en Suède en même temps qu'au Portugal. C'est-à-dire que chercher le patient R0 qui se trouverait en Suède et au Portugal et qui aurait éternué sur son voisin petit à petit, ou même en prenant l'avion pour aller partout, c'est quand même un peu compliqué. Donc là, on a un sacré indice du fait qu'il y a peut-être d'autres façons de contaminer les gens que juste cette supposition de proche en proche, parce que ce n'est pas possible d'être entièrement synchrone. Enfin, ça ne marche pas. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a d'autre comme indice à disposition? J'aimerais bien savoir si on a des augmentations exponentielles de mortalité à certains moments. Puisque je vous ai montré tout à l'heure qu'avec le modèle de propagation épidémique compartimentale, une fois qu'on pose les équations, on n'a pas le choix, c'est un modèle de propagation exponentielle, au moins au début. Et donc, on est censé vérifier quand même, c'est de savoir est-ce que quelque part dans toute l'histoire de la France, on a eu une augmentation exponentielle des décès à un moment, en pensant que les décès, on l'a vu tout à l'heure, c'est une constante fois le nombre d'infectés. Donc globalement, si on a une augmentation exponentielle des infectés, on va avoir une augmentation exponentielle des décès à un certain moment. Et donc, c'est ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé toutes les données de l'INSEE de nombre de décès en France depuis 1968. Donc on a quand même un bon recul. Je ne vous ai pas présenté toutes les courbes pour que ce soit un peu visuel. Donc ici, en jaune derrière, là, enfin en orange pâle, c'est la traîne, c'est là ce qu'on voit, on va dire, c'est l'intervalle de confiance à 95%. Donc j'ai dû prendre 2 sigma et moins 2 sigma. Donc je prends la moyenne et puis ça fait une espèce de tunnel entre les écarts types. Là. Donc on va dire que la quasi-totalité des mortalités françaises, des décès français se situe là-dedans. Alors ici, je n'ai pas standardisé parce que je n'ai pas les populations pour tous les âges, pour toutes les années. Mais bon, donc c'est les décès bruts. Mais c'était juste pour montrer que voilà, on a des hausses de mortalité hivernale la plupart du temps, et puis ça redescend, on voit bien ce phénomène-là. Et puis on a des hausses l'été. Et l'objectif, c'est de voir au moins j'ai regardé pour toutes les années, mais de savoir sur les années d'intérêt où il s'est passé vraiment quelque chose, est-ce qu'il y a des exponentielles? Donc en France, des années où il y a eu beaucoup de morts, il y a eu la canicule de 2003, on ne va pas l'oublier. Ici, en rouge, au-dessus, c'est 2020. Pardon, il faut que je précise, j'ai coupé l'année entre juillet et juin parce que la période de mortalité qu'on attribue aux épidémies d'hiver, comme c'est entre décembre et janvier, je ne voulais pas la couper en deux pour qu'on voit quand même des choses un peu comparables. Donc, j'ai préféré couper l'année autour du mois de juin-juillet pour qu'on ne soit pas en pleine période de hausse de mortalité pour pouvoir voir des choses. Donc, juste cette précision-là. Donc l'hiver est en plein milieu et l'été ou la fin du printemps est sur les côtés. Donc c'est pour ça, ici j'ai août, ici la canicule en août 2003. Et donc là c'est 2020-2021 ici qu'on voit. Et puis 2019-2020 c'est la rouge foncée avec mars-avril. Il y a eu d'autres années où il y a eu beaucoup de décès d'un coup et ça c'est notamment l'année 1969-1970 entre novembre et janvier, c'est ce qu'on a appelé la grippe de Hong Kong a posteriori. Donc c'est une très forte hausse de mortalité à ce moment-là. Donc, est-ce que parmi ces années-là, j'ai pris d'autres années emblématiques, 2014-2015, c'est la grippe A, 2017-2018, on a eu aussi de la saturation hospitalière dite liée à la grippe, avec 2 pics d'ailleurs. Et donc, voilà, l'idée, c'est de prendre, j'ai regardé toutes les années, mais vous montrer, est-ce que au démarrage ici, on est en phénomène d'augmentation exponentielle de la mortalité. Voilà, pour savoir si le modèle tient la route. Et pour savoir si on est exponentiel, là, on ressort un peu ces vieux livres de mathématiques et une exponentielle, ça a une propriété simple, c'est que toutes ces dérivées sont exponentielles. Donc, si on a une augmentation exponentielle des décès, on a aussi une accélération exponentielle des décès. Et donc, ce que j'ai calculé ici, c'est la dérivée seconde, c'est-à-dire j'ai retranché à chaque jour le jour précédent, et puis je l'ai refait une deuxième fois pour voir est-ce que j'ai une accélération exponentielle des décès quelque part, et si oui, quand? Et plus particulièrement sur nos années d'intérêt et 2020-2021, est-ce que je vois une exponentielle quelque part? Et si j'avais vu une exponentielle quelque part, j'aurais eu une augmentation qui sortait de l'ordinaire quelque part, ce qui n'arrive pas. Donc, j'ai des fois des petits points certaines années qui peuvent sortir du lot, mais globalement, tous les points d'augmentation, d'accélération des décès se trouvent dans un mouchoir de poche, quel que soit le moment.
Donc, depuis 70 ans, on n'a jamais observé d'augmentation exponentielle des décès, sauf pendant la canicule de 2003. Donc, c'est-à-dire que notre modèle compartimental, qui nous dit les humains se contaminent et donc ça fait, avec des constantes, ça fait nécessairement une augmentation exponentielle des décès, ça n'est pas visible sur aucune donnée jamais en France depuis 70 ans, sauf dans les canicules. Alors, les canicules, c'est une belle courbe en cloche, hein. Donc, c'est-à-dire que si je prends mon modèle compartimental et que je le fais coller à cette période-là, je vais pouvoir calculer tous les coefficients SIR pour la canicule de 2003 et donc avoir mes coefficients de propagation épidémique, avoir mes coefficients, mes décès, mes rétablis de la maladie. Donc, je peux tout à fait faire coller ma courbe SIR et donc calculer le R0, si je veux, de la canicule de 2003. Pourtant, il n'y a personne qui dit que les canicules sont des propagations épidémiques, ou en tout cas, ce serait assez nouveau. Donc, à ce niveau-là, concernant les décès, il n'y a pas une seule période épidémique sur laquelle j'ai une exponentielle, et la seule exponentielle visible, c'est pour une canicule. Donc là, on a quand même un problème avec les modèles compartimentaux. Il y a des gens qui me disent oui, mais non, les morts, on s'en fiche, que ce ne soit pas des exponentielles, ce qui compte, c'est l'hôpital. Alors, on ne s'en fiche pas que les morts ne soient pas exponentielles parce que, c'est, comme je l'ai dit, le nombre de morts, c'est un coefficient et le nombre d'infectés. Et c'est un coefficient fixe. Donc, si les infectés sont exponentiels, les morts aussi. Il n'y a pas de problème dans le modèle. Et en plus, si on regarde les hospitalisations, des exponentielles, on n'en voit pas beaucoup, hein. Ici, ça, c'est les hospitalisations Covid et les services de soins critiques Covid depuis 2000. Et il n'y a pas grand-chose qui a l'air de ressembler à des montées exponentielles de quelque chose, hein. Sur les soins critiques, c'est simple. Les augmentations du jour au lendemain, les accélérations, c'est dans un mouchoir de poche. Et pour les hospitalisations, on ne voit pas grand-chose d'exceptionnel non plus. Et quand on voit des choses exceptionnelles, c'est dans des périodes où on dit qu'il n'y a pas de Covid, notamment en avril 2021. Donc, il n'y a rien qui correspond. Donc à ce niveau-là, on est quand même assez loin, avec les données qu'on a, de valider le modèle compartimental et de dire qu'il existe quelque part une propagation épidémique. Hormis pour la canicule. C'est-à-dire pour la canicule, qui n'était pas prévu à l'origine. Non, mais ça valait le coup de vérifier. C'est juste pour dire, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une courbe en cloche, je peux la faire coller mon modèle compartimental à n'importe quelle courbe en cloche, je peux le faire aussi pour une canicule, tout simplement. Pierre, si quelqu'un refait cette analyse, il trouvera probablement les mêmes résultats que vous. Qu'est-ce qui aurait pu faire qu'on ait trouvé cette accélération dans la période de l'année dernière? Il aurait fallu combien de décès en plus Alors, il aurait fallu que le nombre de décès en plus augmente tous les jours. Donc, par exemple, on me dit des fois, regardez, c'est une exponentielle parce qu'aujourd'hui, j'ai 100 décès, demain, j'en ai 200, après, j'en ai 300. Ça, ce n'est pas une exponentielle, puisque l'augmentation est de 100 tous les jours. Donc ça, pour avoir une exponentielle, il faudrait doubler tous les jours pendant, par exemple, tripler, j'en sais rien, pendant une période assez longue pour pouvoir justifier une exponentielle. Donc faire 100, 200, 400, 800, 1600. Et là, on n'est que sur 1, 2, 3, 4, j'ai dit 4 jours. Hein. Donc, quand on démarre à 300, on l'aurait vu, hein, parce que ça aurait fait 300, 600, 1200, 2800. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à 300 décès, il n'y a pas de quoi paniquer en France parce qu'il meurt 2500 personnes tous les jours. Mais si on avait fait 300, 600, 1200, 2400, 4800, là, on se serait très vite rendu compte que oui, il y avait une exponentielle et qu'il y avait un danger, un réel danger. Donc, l'exponentielle n'a rien à voir avec l'augmentation. En l'absence de cette exponentielle, est-ce que peut se cacher une raison qui pourrait être liée au confinement, par exemple, aux ruptures de transmission? Alors, il n'y a qu'une seule fois dans l'histoire, depuis les 70 ans, à mon sens, où on a eu un confinement, c'est dans cette période de mars-avril. Moi, ce que je vous dis, c'est que je n'ai jamais observé d'exponentielle de toute l'histoire, et même la grippe de Hong Kong. Donc, c'est-à-dire, ce qui est dit médiatiquement, c'est que les épidémies se propagent en suivant des modèles compartimentaux, hein, et donc que ça suit une loi exponentielle. Ce que je dis,
c'est qu'en tout cas, avant 2020, on est incapable de trouver nulle part une augmentation exponentielle des décès en termes de maladies. Donc, si ça n'a jamais existé et qu'on n'est pas capable de montrer une seule fois où ça existe, pourquoi est-ce qu'on irait supposer que ça existe pour le coronavirus de 2020? Il y a un moment, encore une fois, c'est la charge de la preuve, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire qu'on ne l'a jamais observé, mais que là, ça se serait passé si on n'avait pas réagi. Ben non, enfin, globalement, qu'est-ce qui vous fait dire que ça se serait arrivé si vous n'y avez pas réagi? Et puis, il y a des pays qui n'ont pas confiné, hein, très clairement. À cette époque-là, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas confiné et qui n'ont pas du tout de modèle de propagation exponentielle non plus, hein. Donc, en faisant le même travail, on pourrait tout à fait montrer, déjà, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas confiné, qui n'ont pas de hausse de mortalité du tout, hein, ce qui est étonnant, et puis du coup, qu'il n'y a pas de hausse de mortalité exponentielle non plus. D'accord. Peut-être qu'un truc qu'on pourrait faire en plus, c'est ça, c'est de faire cet exercice-là pour tous les pays d'Europe à cette date-là pour savoir si est-ce que quelque part, y a-t-il une exponentielle. Donc maintenant qu'on en est là, donc moi j'ai jamais trouvé d'exponentielle nulle part, hein, ni dans les hospitalisations, ni dans les décès, et depuis 70 ans. En revanche, depuis janvier 2021, Météo France met à notre disposition les données de température sur beaucoup de points de relevé sur longue période d'ailleurs, depuis 1996, et qui sont localisés, on en a quasiment sur tous les départements. Et donc, petite hypothèse que je voulais vérifier, c'est que globalement, qu'est-ce qui se passe l'hiver? On est dans l'hémisphère nord, hein, l'hiver il fait froid. Donc la première des choses à vérifier, à mon sens, c'est de savoir si la mortalité qu'on observe l'hiver, au moins jusqu'ici, ne pourrait pas être liée aux conditions extérieures, c'est-à-dire juste au fait qu'il fait froid et que ça n'a rien à voir avec un modèle de propagation. Donc ici, c'est un modèle statique. Et qu'est-ce qui m'a fait penser ça? C'est le fait que tout soit synchronisé. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure, France, Suède, Portugal, tout le monde, la hausse de mortalité, c'est tout le monde ensemble. Donc, qu'est-ce qui peut faire dans l'hémisphère nord que tout le monde commence à décéder? Globalement, que les conditions extérieures sont en train de changer et qu'on passe à l'hiver. Et donc, ce que j'ai fait sur ce graphique, c'est que j'ai calculé le taux de mortalité toute cause ici des plus de 90 ans, qui est en bleu, 2017 jusqu'à 2020. Je me suis volontairement arrêté pour cette analyse avant l'épidémie, puisqu'on fera quelque chose de spécifique pour parler d'épidémie exactement de Covid à la lumière de cette analyse. Et en face, j'ai mis les températures. Donc, je les ai inversées, les températures, parce que comme plus on fait froid, plus on meurt, normalement, la courbe est dans l'autre sens. Mais là, je voulais qu'on voit bien le lien entre les deux courbes, donc j'ai passé inversé. Donc, ici, quand il y a écrit moins 5, non, ici, on est à 5 degrés. Et moins 25, non, ici, on est à 25 degrés. Donc, globalement, on voit des températures où les humains sont quand même, ici en France, on l'air bien confort autour de 20 degrés, hein, à peu près, moyenne sur la journée. Et puis, on a des hausses de mortalité quand la température baisse. Ce lien, donc ici, je vous le mets en graphique, mais on peut tout à fait le mesurer. Il y a un test statistique qui s'appelle le test de Sperman, qui nous permet de savoir qui nous permet de comparer les rangs de chacune des statistiques. Donc, du plus froid du plus mortel, on va dire au numéro 1 jusqu'au moins mortel, et du plus froid, ici au numéro 1 au moins froid, et ça met tout dans l'ordre, et ça regarde si les deux bandes statistiques sont bien dans l'ordre. Par exemple, ici, dans ce cas-là, on a une corrélation de Sperman qui est parfaite, où on a donc les deux statistiques ne sont pas au même niveau, mais on s'en fiche, elles augmentent et elles baissent en même temps. Donc c'est tout ce qui compte pour avoir une corrélation de Sperman qui est parfaite. On a aussi une corrélation de Sperman quand ça se passe pile dans l'autre sens. Ici, c'est ce qu'on chercherait, c'est-à-dire un ρ à moins 1, puisque nous, on cherche à montrer on cherche à vérifier si les taux de mortalité ne sont pas au maximum quand la température est minimum. Donc ça, c'est un ρ à moins 1. Et puis, on a un ρ qui vaut 0 quand on a deux statistiques qui n'ont rigoureusement rien à voir, comme ce serait le cas avec ces deux statistiques imaginaires ici. Donc, c'est ça que je fais avec mon test de Sperman. Et il est négatif parce que, en fin de compte, la température est inversée. Exactement. Il est négatif parce que la température est inversée sur le graphique, mais c'est bien, en fait, plus il fait froid, donc plus la température est négative, donc plus elle est basse, et plus on a de morts, et donc plus c'est haut. Et donc, le but, c'est d'être le plus proche de moins 1. Et là, pour les plus de 90 ans en France, on est à moins 0,88.
Donc, on est quasiment à moins 0,9, ce qui veut dire qu'on est en corrélation quasiment parfaite. Donc, c'est-à-dire qu'on explique les hausses et les baisses de mortalité des personnes âgées de plus de 90 ans en France quasiment parfaitement, rien qu'en regardant la température. Je m'intéresse à rien d'autre. Je ne suis pas en train de considérer que c'est la température qui tue les gens. Je considère la température comme une espèce de proxy, un résumé statistique de la météorologie, parce que l'hiver, il n'y a pas que la température qui change, il y a l'air qui s'assèche. Donc, l'humidité de l'air est en train de changer énormément. Il y a la pression atmosphérique qui change énormément aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui changent, qui ne sont pas forcément mesurées. Mais tout ça est corrélé à la température. L'air est plus sec quand il fait très froid. Et en phase dépressionnaire aussi, il se passe des choses, il peut faire beaucoup plus froid. Et donc, je prends que la température parce que c'est ce qui est plus facilement mesurable et ce qui est le plus juste partout. Et donc, j'utilise que ça en considérant que c'est mon approximation des conditions météorologiques. Et donc, rien qu'en prenant qu'un, donc on pourrait très bien améliorer le modèle en prenant plus, je suis déjà à 90%. Et donc là, c'est assez rare d'en arriver à ce niveau de corrélation avec des statistiques qui ont l'air indépendantes. Par exemple, on peut trouver des corrélations quasiment parfaites si on se met à regarder, je ne sais pas moi, les salaires dépensés dans une entreprise en fonction du nombre de salariés. Donc là, on a une corrélation quasiment parfaite puisque dans une entreprise, ce qui décide des salaires, c'est avant tout les lois. Il y a des conventions collectives, il y a des lois qui vous obligent à verser au-dessus du SMIC. Et c'est globalement, donc en fait, on va dire que c'est une corrélation forcée. C'est normal d'avoir un bon taux de corrélation. Mais là, entre température et mortalité, il n'y a rien qui dit que globalement, les deux vont être liés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la corrélation qui est non décidée d'avance, quoi. Et donc, c'est-à-dire que les personnes âgées décèdent de plus en plus quand il se met à faire de plus en plus froid, que ça fonctionne parfaitement et que ce n'est pas parfait parce qu'il y a quelques petits accidents statistiques, comme ça peut arriver. Il y a des phénomènes, par exemple, de mini-moisson, c'est-à-dire que ici, sur une courbe où il a commencé à faire très froid à un moment, où il y a pas mal de personnes qui sont décédées, il y a moins de personnes candidats au décès, si je puis m'exprimer ainsi, derrière. Et donc, voilà, on n'est pas aux corrélations parfaites, mais à ce niveau-là, on a quasiment tout expliqué. C'est assez incroyable. Cette corrélation, elle marche aussi quasiment parfaitement pour les 85-89 ans. On est à un RAW de 0,87, on est quasiment parfait, même moins 0,88. Et puis ensuite, la corrélation est toujours significative et elle est de moins en moins forte. Donc, c'est-à-dire que finalement, moins on est âgé et moins on a une mortalité qui baisse, moins on a une mortalité qui varie en fonction de la température. Donc, ce sont bien les personnes âgées qui sont les plus sensibles aux variations de température et ça marche très bien. Donc là, arrivé à 65-69 ans, donc on descend, on est quand même à une corrélation de spermale au-dessus de 0,5. Donc c'est quand même qu'on est quand même à une corrélation qui est considérée comme forte. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand on disait qu'il y avait des variations de mortalité l'hiver qui se voyaient dès 65 ans. Prenons la température, voilà, le lien avec la température, il est significatif, il est considéré comme fort dès 65 ans. En dessous de 65 ans, il est considéré faible, mais il existe quand même, notamment dès 55 ans. Et on va dire en dessous de 50 ans, il n'y a plus de lien. Et donc, on retrouve exactement ce qu'on disait avec les cycles de mortalité. Les cycles de mortalité que l'on observait depuis le début, attribués à des propagations épidémiques, en fait, ils sont parfaitement corrélés à la température qui fait dehors, tout simplement. Et là, je suis vraiment frustre. J'ai pris que la température, c'est une moyenne, je n'ai pas pris les extrémums, j'ai vraiment pris de la donnée la plus simple qui soit. On pourrait passer des heures et des heures à améliorer le modèle pour faire quelque chose de mieux. On y arriverait certainement. Peut-être que d'ailleurs, je me lancerai à faire ça. Ça demande un temps assez important. Ce n'était pas l'objet. L'objet, c'est vraiment de dire ce qui fait bouger la température l'hiver, ce qui fait bouger la mortalité l'hiver, c'est parfaitement la température extérieure. Et est-ce que, est-ce que les virus, les viroses saisonnières, ne reviennent pas justement à cause de ces variations de température, parce qu'elles apprécient une certaine température? Alors, dans ces cas-là, il faudrait dire de comment est-ce qu'elles arrivent, puisqu'il fait des temps. Visiblement, la mortalité est synchrone partout en Europe, et donc elles arriveraient d'où? Et on ne voit pas de mouvement de mortalité.
Donc, ça veut dire, enfin, de ce que suggérait le modèle, c'est que c'est plutôt la condition des gens qui fait qu'ils vont être malades et donc ensuite positifs à des virus qui peut-être sont déjà là, j'en sais rien. Je ne remets pas en cause leur existence. Je dis juste que les phénomènes de mortalité n'ont rien à voir avec le fait de virus qui arrivent, mais bien à voir avec le fait que les conditions extérieures changent. Et dans ces changements de conditions extérieures, il peut y avoir des déclenchements de pathologies, dont certains qu'on appelle virus. C'est ce que nous montrent les statistiques, c'est ça se passe dans cet ordre-là. Et il y avait, dans une interview que j'ai faite avec Christian Vélo, il nous a parlé, on va dire, de virus endogènes, c'est-à-dire que la température pourrait activer des virus endogènes qui pourraient être liés, on va dire, à la condition de santé des individus, quoi, qui s'activent plus ou moins. Mais c'est ce qu'on voit avec l'âge, c'est-à-dire que les hausses de mortalité, elles ont lieu chez les personnes âgées. Donc, ce qui compte pour la mortalité, c'est en premier lieu, l'âge. Et c'est ce qui compte aussi pour les maladies, c'est votre âge qui fait que vous êtes plus ou moins résistant. Et dans l'âge se cachent derrière après d'autres variables sur probablement le poids, ce qui fait les conditions de santé, donc qui vous donne une certaine capacité de résistance. Deux, les conditions météorologiques et notamment voilà, le fait qu'il fasse froid qui est très clairement corrélé à des hausses de mortalité. Et c'est ça, donc votre état de santé, les conditions extérieures qui vont amener ou non votre épuisement, votre stress et le fait qu'il va vous arriver des bricoles et notamment des maladies. Donc c'est bien ça dans l'ordre. Et si des virus doivent apparaître derrière, et je vais parler d'apparition et plus de propagation, puisqu'on ne voit pas de phénomène de propagation, mais bien des phénomènes d'apparition hivernale pendant les épisodes où il commence à faire froid, et bien dans ces cas-là, ça arrive derrière, quoi. Et ce n'est pas la cause principale. La cause principale du décès de la maladie, c'est l'âge, 2, votre état de santé, 3, les conditions extérieures, et 4, ensuite peut-être le fait qu'il y ait dans l'ensemble de ces paramètres-là des virus. Donc, ce qui veut dire que quand l'hiver dernier, on parlait du fait que ce virus était manuporté, aéroporté, on parlait d'un sous-ensemble de quelque chose qui pourrait être expliqué par ces températures. Et par d'autres, comme je l'ai dit, d'autres choses, par exemple les conditions atmosphériques comme l'humidité, ce n'est pas la même chose d'avoir un air humide ou un air sec. C'est pas la même chose d'avoir des gouttelettes dans l'air qui, par exemple, elles vont être filtrées par votre appareil respiratoire et donc pas passer vos barrières, ou d'avoir un air extrêmement sec, plein de microparticules qui, elles, ces microparticules-là en air sec peuvent pas être arrêtées par vos barrières naturelles et vont aller jusqu'au bout de vos poumons. Et si vous montriez cette analyse à des spécialistes des maladies infectieuses, ne seraient-ils pas surpris? J'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je l'ai montré à des chercheurs qui ont eu la première réaction de me dire au début, quand j'ai dit ce que je cherchais, c'est tu n'arriveras pas à montrer une corrélation entre mortalité et température, puisque tout le monde le cherche depuis des années et personne n'a trouvé. Voilà, sauf que si, en fait, depuis que maintenant les données sont disponibles et en ligne, ça se montre très bien. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont cassés le nez sur ce lien statistique entre mortalité et température, peut-être parce que les données n'étaient pas assez fines, mais maintenant qu'on les a à des niveaux extrêmement fins et qu'on a des statistiques de mortalité, ça marche. Donc là, on peut vraiment aller se servir et tout marche parfaitement. Et donc, voilà, la première réaction que j'ai eue, c'était ça un peu surpris. Pour en faire un papier scientifique de ce que je vous montre, il y aurait pas mal de travail à faire, hein. Il y aurait d'autres choses à montrer à des niveaux plus fins, comme je dis tout à l'heure, à améliorer la modélisation, les comparaisons, etc. Je parle de périodes où il n'y a pas de canicule et donc il y a des hausses de mortalité en période caniculaire. Et donc, c'est-à-dire qu'il faudrait imaginer une période de confort humain entre 15-20 degrés et au-dessus, on recommence à mourir et en dessous, on meurt. Ce que moi, je ne fais pas avec mon modèle simple parce qu'il n'y a pas de grosse canicule sur cette période-là. Mais voilà, globalement, ça marche et ça marche à un niveau de corrélation tel que c'est indéniable. Donc, c'est ça que je pense qui est important avec cette partie. Maintenant qu'on a vu le modèle de Sperman, je vais juste vous montrer une toute petite modélisation. À partir du moment où alors, je vais faire une modélisation en étant conscient de ce que je fais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on modélise, on perd pied avec la réalité. On est en train d'utiliser des mathématiques et des modèles
qui essayent de s'en approcher, mais qui perdent la précision qu'est la réalité. Donc, on approxime tout. Donc, je sais qu'à partir du moment où je vais passer à une approximation par modèle, je perds en qualité et que je suis en train de déformer la réalité. Et c'est probablement la différence qu'il y a entre ceux qui utilisent, entre ce que je vais vous proposer et s'il y en a qui utilisent les modèles compartimentaux, c'est que les modèles compartimentaux sont écrits par des gens qui qui grattent sur du papier de la théorie pure et qui ensuite pensent que leur théorie fonctionne parce qu'ils l'ont écrit sur papier. Et donc, ils oublient toutes les suppositions, hypothèses de départ pour que c'est un quelconque rapport et ils ne vont pas vérifier leur aspect avec la réalité, alors que moi, je ne vous dis pas ça. Moi, je fais un modèle en étant conscient que le modèle est imparfait et que ce n'est pas ce qui se passe. Mon modèle essaye de s'approcher au mieux de l'observer, point barre. Et donc, le modèle que j'ai utilisé, c'est le GAM. Donc, c'est un modèle GAM, c'est-à-dire moi, c'est un gamme polynomial, c'est-à-dire que j'essaye de représenter le lien entre la mortalité et la température avec un polynôme. Donc, avec une fonction affine, plus une fonction carrée, plus une fonction cube, etc. Et c'est un polynôme de degré 10, pour ceux que ça intéresse. Et donc, en approximant ça, je perds en qualité, mais j'ai quand même une bonne significativité. Hein. C'est-à-dire, donc ça, c'est mes vraies températures, là, les petits points, avec la mortalité. La mortalité est là, la température est ici. Donc, on voit, on a une mortalité haute en température basse, et puis ici, on est plutôt en zone de confort à partir de 15 degrés. Et donc, j'ai une significativité là qui est quasiment nickel. Donc, c'est significatif. Et j'ai un R2 qui mesure l'écart entre mon modèle et mes points, qui est à 0,7, qui est considéré comme un bon modèle. Je suis à 0,9 avec Sperman, je suis qu'à 0,7 avec mon modèle polynomial, ce qui veut dire que le polynôme n'arrive pas à s'approcher parfaitement de la réalité. Et c'est très simple de comprendre pourquoi. Si je reviens avec mon graphique là sur mes plus de 90 ans, hop, ici, vous voyez que passé une certaine température, un certain froid, ici, on a un vrai saut de mortalité. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a des températures de confort. Certains, les gens commencent à être moins confort. Et au-delà, en dessous d'un certain degré, on a un vrai saut. Qui dit saut, ça veut dire que ce n'est pas dérivable. Ça fait vraiment un saut de l'un à l'autre. Et donc, les polynômes ne vont pas pouvoir s'en approcher. On va être très, très clair. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher et qu'on ne veut pas s'approcher d'un saut. Encore une fois, c'est un modèle frustre. Je fais du gamme. Je n'essaye pas d'améliorer le modèle. Si on voulait, on pourrait encore améliorer le modèle en prenant en compte l'effet moissonnage, les différents sauts, les canicules aussi. Et donc ça, ce serait un travail qu'on pourrait faire en plus. Donc à 0,7, là, on a un modèle frustre, mais qui marche quand même vachement bien. Hein. Donc c'est vraiment pas aller très très loin qu'essayer de mettre un gamme polynomial là-dessus. Et là, dans la conclusion, en haut, vous mettez que le lien parfait entre température et mortalité, donc il est quasi parfait, on va dire, non? C'est plutôt. Oui, il est quasi parfait. Le jour où je verrai une statistique avec 2 données indépendantes dépasser les 0,9, je reviendrai dessus. Là, à 0,9, je ne suis même pas sûr d'avoir déjà vu ça. En tout cas, comme je le disais, sur des données qui sont a priori indépendantes. Et donc là, ici, je représente toujours en bleu, c'est la mortalité observée, et en rouge, la mortalité que je modélise. Et donc, vous pouvez voir là, visuellement, pour mes plus de 90 ans en France Métro, la modélisation, elle est franchement très réussie. J'ai en effet quelques périodes de saut qui ne sont pas parfaitement modélisées. Voilà, ici aussi où je saute trop haut, mais on a quasiment, à chaque fois qu'il y a une hausse de mortalité en France, c'est parce qu'on a une baisse de température. C'est vraiment quasiment nickel. Voilà, on voit clairement tous les sauts de température qui se font. Alors, sauf en 2020, est-ce que ça pourrait être lié au fait que les gens ont été confinés? Non, ici, ça c'est janvier 2020, c'est avant confinement, c'est avant la Covid. Donc là c'est autre chose. Après, si on regarde bien, à ces niveaux de température-là, on est plutôt à ces mortalités-là habituellement. On n'a pas encore passé les seuils critiques. Et puis, encore une fois, il faudra améliorer le modèle. Ici, c'est une température moyenne de la journée, alors qu'il faudrait probablement parler des extrémums. Les extrémums ont certainement un lien aussi avec… Regardez l'amplitude aussi. Voilà, l'amplitude, les extrémums. Il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer le modèle. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça marche, quoi. On est quasiment bon. Et ça marche, et je l'ai fait aussi, j'ai été voir ce qui se passait pour les départements. Donc là, on est à niveau plus fin, c'est-à-dire que statistiquement, on est moins robuste, puisqu'on a moins de stats, et pourtant, ça marche déjà très, très bien. Il y a quelques petits sauts de mortalité. Plus on va fin, et fatalement, plus il y a des accidents de parcours, on va dire, avec des mortalités qui peuvent augmenter, baisser, mais globalement, on est quasiment parfait aussi. Ici, c'est pour Paris, ça marche très bien également.
au moins, enfin voilà, la tendance est parfaite. On voit aussi les pics. Il y a juste l'amplitude des pics qui serait à retravailler. Mais voilà, on est là, les Bouches-du-Rhône aussi. Enfin, je l'ai fait pour tous les départements disponibles. Peut-être pour la moitié des départements les plus peuplés, ça marche nickel. Pour les moins peuplés, on ne voit rien, c'est normal. Pour les plus de 90 ans, enfin voilà. Donc, on est quand même sur un résultat où, avec des statistiques simples, on a rejeté l'hypothèse de propagation exponentielle. En tout cas, on n'en a pas vu. On ne voit pas de propagation puisque tout le monde commence à décéder en même temps, partout en Europe. Et en revanche, juste en prenant les conditions météorologiques extérieures et notamment la température, on voit vraiment qu'il y a un rapport qui est quasi parfait. Donc, entre nos deux points de dire c'est l'épidémie et la propagation épidémique exponentielle qui fait tout, et celle qui dit c'est que la température, la réalité, elle a quand même fait un bond pour se rapprocher extrêmement fortement de la température. Donc, sans dire que les propagations épidémiques n'existent pas, ce que je peux dire, c'est que depuis 70 ans, où j'ai de la donnée, j'ai quand même l'impression, d'après tout ce que je peux regarder, que ce sont les conditions météorologiques extérieures qui ont joué sur la mortalité observée, notamment des personnes âgées, et pas des modèles de propagation. Bien qu'on puisse, en jouant avec, si on joue avec les paramètres, on fait coller les propagations. Donc, ce que nous dit notre bon sens depuis le début, et qu'on apprend dès tout petit, c'est que l'hiver, il fait froid et on tombe malade, quelle qu'en soit la raison, épuisement, stress, mauvaise adaptation et à n'importe quelle condition, ça peut aussi l'hiver sec, et que globalement, quand on est vieux et malade, on risque plus de décéder que quand on est jeune et en bonne santé. Donc, ce qui se passe, c'est ça, on a un stress réel corrélé aux conditions extérieures qui va plus jouer sur les personnes âgées et qui va déclencher des maladies avec la saturation hospitalière depuis 10 ans dans ces périodes-là et des décès. Et donc, avoir une vision des choses en disant que nos problèmes de décès, saturation hospitalière sont dus à un unique virus ou quelques-uns tueurs, et donc il suffit d'enfermer les gens ou de les vacciner contre ces un ou deux virus, ça va n'avoir absolument aucun impact sur les variations de mortalité, puisque ce n'est pas ça qui joue. Ce qui joue, c'est la condition des gens, le fait qu'ils soient vieux, en bonne santé ou pas, et les conditions extérieures ensuite derrière qui les affectent. C'est vraiment ça les paramètres. Donc, la conséquence, c'est que si on vous donnait les statistiques, vous auriez donné quel conseil au ministre de la Santé? Oh, de par les statistiques, c'est encore une fois, il faut arrêter, pas forcément, il faut arrêter d'inverser la charge de la preuve, comme vous dites si bien, Xavier. C'est-à-dire que se baser sur les statistiques pour dire qu'on va enfermer les gens parce qu'on observe des propagations, c'est faux. On n'observe pas de propagation avec les statistiques. Ça n'est pas vrai. On croit modéliser des propagations sur un coin de table en réfléchissant sans mettre le nez dehors. C'est ce qui se passe. Et donc, il n'y a aucune raison objective de vouloir enfermer les gens, ni même de leur faire porter des masques à tout bout de champ, ou de leur dire de se séparer, ou de ne pas vivre ensemble. Il n'y a pas de justification à ça. Et même les mesures coercitives que l'on a pu voir, ou même l'incitation de dire que c'est la vaccination antigrippale qui va vous sauver, il n'y a rien qui le montre non plus. Ce n'est pas ça qui va sauver les gens. Ce qui va sauver les gens, c'est probablement d'améliorer la santé des gens en général, donc de les accompagner pour améliorer leur santé tout au long de leur vie. Les médecins peuvent être là, mais d'autres personnes aussi. Hein, et puis d'avoir... Des processus éducatifs et des processus de soins, on va dire que quand on est affaibli, eh bien, il faut booster ses défenses immunitaires, de la vitamine C, de la vitamine D, prendre le soleil quand on peut, prendre l'air frais, c'est-à-dire on revient à des choses basiques, On revient à des comportementales. choses basiques, exactement. Et en plus, on soigne les gens quand ils sont malades. Et donc, on en reviendra sur la vidéo d'après. Mais ce que ça nous montre, c'est qu'on ne peut pas maîtriser entièrement le fait de ne pas être malade et pas mourir. Tous les humains finissent par mourir, et bien souvent après une phase de maladie, quand les conditions que l'on a font qu'on ne peut plus se défendre contre ce qui nous arrive, ou que le corps déconne, je ne sais pas, c'est même pas mon métier, donc je ne peux même pas dire ce qui se passe, je peux juste compter. Ce qui compte, c'est qu'à bout d'un certain âge, tout le monde finit par décéder. Et donc, le rôle d'une politique de santé,
c'est de mettre en place de quoi prévenir, mais en améliorant les conditions des gens de santé initiale. Et de deux, d'avoir des structures de soins qui soient disponibles, et en particulier l'hiver, quand on sait que de toute façon les gens vont tomber malades, il faut que nos structures de soins soient capables d'absorber ce choc. Et puisqu'on sait, on peut même le prévoir, là, il va commencer à faire froid, les hôpitaux vont se remplir, puisque les personnes âgées vont être soumises à des stress de froid, comme je viens de le montrer, et qui font qu'ils vont développer des pathologies, quelles qu'elles soient, peu importe. Ce qu'il faut, c'est les accompagner, quelle que soit leur pathologie. Et ce n'est pas en essayant d'enfermer les gens pour en supprimer une ou plusieurs que ça peut changer quelque chose. Ça ne va pas marcher. Donc, ce que j'en tire comme conclusion, c'est que même si on démontrait l'efficacité des masques, ça serait à la marge, puisque ce que vous êtes en train de démontrer, c'est qu'il y a des facteurs plus importants qui expliquent un grand pourcentage de l'information. Donc, le masque peut rajouter quelque chose à la marge. Il y a des éléments de comportement tels que la bonne nourriture, les bonnes pratiques, les bons soins, on va dire le bon sens, comme vous l'avez dit. Juste une question quand même, on parle souvent de malbouffe, notamment pour les enfants, pour les personnes âgées. Est-ce que c'est une analyse qu'il faudrait faire pour essayer de voir si jamais, en fonction des habitudes alimentaires, l'hiver, l'été, ça a un impact aussi? Bien évidemment. Enfin, après, moi, je peux parler que de statistiques que j'ai vues qui ont toutes l'air d'aller dans le sens où que globalement, bon, quand on est plus âgé, on a plus de probabilité de décès. C'est également le cas quand on est obèse ou quand on est fumeur. Donc, évidemment, il y a des choses à voir sur l'alimentation en général et notamment sur des choses qui, statistiquement, en tout cas, ont l'air de ne pas favoriser une vie longue et en bonne santé. Et donc oui, et tout ça, c'est de l'éducation. Après, c'est de l'éducation et je ne vois pas pourquoi, en revanche, il y aurait de la coercition là-dessus. Il ne faut pas non plus franchir un pas où sur des choses qu'on a l'impression de montrer avec des statistiques, doit être capable d'interdire aux gens de vivre. Faudrait peut-être se rappeler un peu historiquement dans quel sens ont été utilisées les statistiques, même pendant la Deuxième Guerre mondiale ou avant, pour faire la distinction entre les gens et puis les classer. C'est quelque chose qui est dangereux de vouloir utiliser les statistiques ou les normes pour imposer des choses aux gens, hein. Ben écoutez, Pierre, merci beaucoup. Donc, on rappelle que le travail que vous avez fait, il est fait de manière totalement transparente, il est fait de manière indépendante, il est fait pour que vous puissiez réagir, pour que vous puissiez essayer de comprendre et refaire le travail par vous-même, pour ceux qui sont intéressés. La conclusion de cette analyse, c'est que on peut avoir des hypothèses de modèles, cependant, il faut pouvoir les faire coller à la réalité. Ici, vous êtes reparti de la réalité pour démontrer que ben, la réalité ne pouvait pas toujours coller à un modèle. Donc, en l'occurrence, il y a des liens, notamment pour les personnes plus âgées, entre la température et la mortalité. Et bien sûr, on vous remercie d'avoir pris le temps de faire ce travail. C'est très intéressant parce que ça fait longtemps que vous avez travaillé là-dessus. Beaucoup de personnes s'y sont cassées les dents, comme vous avez dit, et vous essayez d'avancer. Je pense que vous êtes ouvert à la critique. Et donc, si vous avez un intérêt, prenez contact donc, avec Pierre. Vous pouvez réagir en dessous de l'article et faire comme bon vous semble. Merci beaucoup, Pierre, pour cette superbe analyse. Merci à vous.